Allez, deuxième débat à présent, dont on ne va pas se fâcher avec cette question. Des milliers de Français très fortunés échappent-ils totalement à l'impôt sur le revenu? Oui, nous dit l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard. Non, a répondu il y a ça quelques heures Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, d'ailleurs qui fut, rigolo, sous sa tutelle à Bercy quand Bayrou était Premier ministre. On croit qui? Parce que c'est parole contre parole. On croit qui là-dedans? Je sais pas moi. Ah oui, alors là on va être d'accord, on va pas se fâcher. Ouais. Je sais pas. Et alors c'est vraiment n'importe quoi. Là, ça part dans tous les sens. C'est sérieux quoi. Enfin. C'est un couac qui est assez hallucinant. Mais... Oui. Non, apparemment cette note n'existe pas. C'est ce qu'a répété d'ailleurs ce matin Roland Lescure, qui est maintenant le ministre de l'économie, j'ai écouté sur France Inter, en disant que cette note n'existait pas. Donc, qui y croit. C'est vrai, des milliers de contribuables qui auraient un revenu fiscal à zéro avec des gros patrimoines, ça paraît assez étonnant. C'est étonnant, c'est-à-dire que même s'ils payent en moyenne moins d'impôts, il faut quand même du revenu qui soit distribué à un moment, même que vous sortez des holdings. Et puis quand on paye la flat tax, on paye de l'impôt sur le revenu directement. Voilà. Donc le truc, c'est comment vous faites pour entretenir votre train de vie si vous n'avez pas à un moment des revenus déclarés. Donc on peut imaginer, alors ça veut dire qu'il y a certains ménages très riches qui toucheraient d'un coup une année des distributions de revenus très importantes. Et après, ils ne prennent plus rien. Et pendant 3 ans, ils n'y touchent plus. Et donc après, ils ne déclarent plus de revenus. Donc ça pose aucun problème, ça. Ouais, mais à mon avis, c'est quand même... Ouais. Non, mais cette configuration n'est pas problématique. Comment ça, pas problématique? On prend beaucoup une année. Oui, c'est parti. Avec le barème, ils ont plutôt intérêt à l'étaler. C'est-à-dire, bon, après, je pense que vous... Au-delà du couac qui est hallucinant, donc pour vous, c'est pas possible, il raconte n'importe quoi. Je pense qu'il raconte n'importe quoi pour 3 raisons. D'abord, la première raison, c'est là aussi, je suis très frappé d'une chose, mais il y a eu récemment un rapport de la Cour des comptes sur les redressements fiscaux, sur la lutte contre la fraude fiscale et tout ça. Et la Cour des comptes disait, on croit certains, il y a 80 milliards, 100 milliards, tous ces chiffres sont totalement fantaisistes. Et elle disait, d'ailleurs, la lutte contre la fraude fiscale ne rend pas autant qu'on pourrait l'espérer. Et il y a quand même quelqu'un qui a dit, mais écoutez, c'est peut-être que la fraude fiscale n'est pas aussi importante que ce que l'on fantasme. C'est-à-dire, si Bercy n'arrive pas à obtenir plus en luttant contre la fraude fiscale, c'est peut-être que les gens paient leur impôt dans des conditions qui sont les conditions légales. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je reviens à la notion de légalité, si jamais il y a un problème parce que les gens ne paient pas, certains échappent à l'impôt, ou bien c'est de la fraude et à ce moment-là, ça relève de la justice, ou bien c'est légal. Et il a été ministre, il était au courant, on l'a prévenu, on lui a indiqué comment ça marchait. Bon. Pourquoi est-ce que la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, ne communique pas là-dessus? En disant non, il y a quand même le secret. Il y a le secret. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez aller consulter à titre privé, à titre personnel, ce que paie en impôt tout individu, moyennant une justification. Vous expliquez pourquoi vous voulez savoir combien il paie d'impôts. Et à ce moment-là, à condition que vous le gardiez par devers vous. La troisième remarque que je ferai, c'est que on a l'impression d'abord que le seul impôt qui existe en France, c'est l'impôt sur le revenu. Tous les autres impôts, personne ne sait. Et sur l'impôt sur le revenu, je pense que peut-être qu'il y a des gens très riches qui, grâce à des conseillers fiscaux habiles, arrivent... Ils font comment? Ils trouvent, effectivement... Il y a toute l'astuce qui consiste à emprunter... Le crédit Lombard, le fonds d'été, oui. Rien à voir avec le ministre de l'économie. Oui. Et puis quand même, moi, ce qui me frappe dans l'impôt sur le revenu, c'est qu'il y en a qui ne le paient pas de façon juridique, affichée et tout ça. C'est quand même que la moitié de la population, maintenant, qui ne paie pas l'impôt sur le revenu. Oui, mais c'est pas le sujet, là. Mais si, c'est un peu le sujet. C'est-à-dire combien on considère qu'il y a un effort de solidarité à faire et tout le monde est impliqué dans cet effort de solidarité à hauteur de ce qu'il gagne, mais tout le monde doit être impliqué. En tout cas, des milliers de très riches contribuables qui échappent à l'impôt, non. Non. Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire-là, c'est que, comme vous avez rappelé, il était, il n'y a pas très longtemps, encore ministre de l'économie et des finances. Pourquoi il n'a pas fait cette sortie-là, à ce moment-là, pour dire il y a un problème? C'est-à-dire que c'est un peu tardif pour dire si c'est un vrai problème, parce qu'on a des mécanismes de non-déclaration, d'optimisation fiscale, tout ce que vous voulez. Son rôle, c'est en tant que ministre des Finances d'intervenir, d'ailleurs au moment des débats budgétaires. On avait des débats budgétaires qui étaient importants sur cette question-là, de savoir comment vous alliez régler, d'abord savoir, suite à la taxe Zuckman qui posait d'autres problèmes, mais du coup on est allé sur effectivement des mécanismes de correction, d'optimisation, avec éventuellement une taxe sur les holdings, des choses comme ça, mais il aurait fallu mettre dans le débat des éléments un peu concrets que l'administration fiscale a. Et le ministre des Finances est responsable de tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant de dire ça maintenant sans avoir des sources, tout en ayant les ministres actuels disent bah non c'est faux. Donc c'est vrai que on lance un espèce de débat sans avoir... ça relance le débat sur les... Oui, mais sur quelle base? Sur les grandes fortunes. Ça relance l'anathème, ça relance la stigmatisation. On a un débat politique qui, sur le plan économique, a tendance à stigmatiser 3 populations. Les riches,
sans savoir comment ils ont fait fortune. Je rappelle quand même que Mitterrand, qui est censé avoir inspiré des politiques de gauche, disait « Moi, je lutte contre l'argent que l'on gagne en dormant, mais je veux favoriser l'argent qui est issu du travail et de l'effort. » Et donc, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui fait fortune par son talent, ne doit pas être systématiquement montré du doigt. La deuxième population qu'on stigmatise, c'est les retraités, les vieux, alors le boomer qui a eu une vie de cocagne, tout ça. Bon, donc il faut qu'il subisse les conséquences de son âge. Et puis les immigrés, c'est-à-dire les immigrés qui viennent, qui coûtent, l'immigration ça coûte. Alors que je pense qu'il y a quand même deux problèmes qui devraient être au centre de la réflexion sur la fiscalité. C'est le premier problème, c'est la prise en compte des enjeux climatiques. Et à un moment donné, quand Jean-Marc Ayrault avait dit « Maintenant, on va faire une grande réforme fiscale », après avoir massacré la population et assommé la population. L'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre de François Hollande, il avait dit « On va faire et on va s'inspirer du fait que dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, progressivement, on bascule la fiscalité sur le revenu vers une fiscalité sur le carbone. C'est-à-dire on passe comme assiette, comme élément de contribution. Ça n'a pas très bien marché. Et alors, ça n'a pas très bien marché en France. C'était d'ailleurs ce qui avait inspiré la démarche initiale ensuite d'Emmanuel Macron autour de la taxe carbone. Mais cette réflexion sur une refonte de la fiscalité en changeant les objectifs, et la deuxième réflexion, je pense que effectivement, il y a tout le débat sur est-ce que le travail est trop fiscalisé, est-ce que à un moment donné, on ne devrait pas se poser la question de savoir si le problème c'est pas la part de gâteau qu'on prend, si c'est pas la taille du gâteau. Le débat, il est sur les Oui. riches. Et Amélie Montchalin, c'est intéressant parce qu'elle admet que certains riches contribuables ont des recours à des sociétés holding, c'est dans le débat public, pour contourner l'impôt, c'est ce qu'elle dit. Et ça peut aboutir à ce que le taux d'imposition effectif moyen des plus fortunés soit plus bas que ce que ça devrait être. Voilà. Et ça, on a un accord pour le corriger ou pas ? Il faut... c'est que le gouvernement veut plus taxer les holdings patrimoniales. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment vous faites pour combler les trous dans la raquette. En réalité, alors, au fond, si on n'a pas de problème budgétaire, ça serait un débat, mais presque secondaire, j'allais dire. Ce débat, il a toujours existé, au fond, des mécanismes d'optimisation. Non, mais philosophiquement, se dire que les plus riches ont un taux d'imposition quand on vous dit, moyen qui est plus bas que le reste de la population... Après, c'est toujours un peu compliqué ce calcul, mais peut-être on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous tenez compte des cotisations, pas des cotisations mais c'est vrai ou pas vrai ça, que les plus riches, certains très riches, vous avez un taux de prélèvement. Alors, ce qui est vrai, plus bas que le reste de la population. Ce que vous pouvez dire de façon assez simple, c'est que si on regarde juste l'imposition sur le revenu, à partir du moment où vous avez une fiscalisation des revenus du travail qui est sur le taux marginal supérieur à ceux du capital, plus vous montez dans l'échelle de revenus, plus vos revenus sont composés de revenus financiers, et donc en relatif, vous êtes moins taxé parce qu'il y a une flat tax que si vous aviez des revenus du travail élevés. Et donc c'est vrai que vous pouvez avoir un taux d'imposition moyen qui peut diminuer de cette façon. Et vous avez des plafonnements sur l'impôt, sur la fortune, etc. Donc c'est vrai, c'est les travaux qui ont été montrés, y compris par le Trésor, donc vous avez un problème tout en haut. Et donc la proposition, c'est effectivement de comment on fait pour corriger cet effet-là. Si vous taxez directement les patrimoines et le capital et l'appareil productif, ce que propose Zucman, ça peut être une catastrophe économique, dans le sens où les très riches vont dire je vais ailleurs, je ne vais pas aller gentiment payer des milliards d'impôts ici. Ça pose le problème aussi de ce que c'est la valeur d'un actif professionnel qui peut être volatile quand vous avez une Mistral AI, etc., qui ne génère pas des bénéfices. Donc on taxe plutôt les bénéfices et le revenu plutôt que directement les actifs et le patrimoine. Donc vous avez tout ce débat-là, mais malgré tout, vous n'avez pas solutionné le problème que dans certains cas, par ces mécanismes d'optimisation de holding, tout le monde n'est pas traité de la même façon. L'idée, c'est d'avoir le même effort, de faire le même effort. Et quand on dit qu'il va falloir trouver 100 milliards, c'est vrai que si vous prélevez, il y a de différentes façons. Donc soit vous coupez dans certaines dépenses, ça sera le cas. On voit qu'on a du mal à le faire, mais il y aura certainement le cas. Soit vous augmentez les prélèvements sur les ménages et les entreprises. Les entreprises, il y a quand même une histoire de compétitivité et de rentabilité. Et sur les ménages, c'est qui paye à la fin. Alors certainement, les classes moyennes, partie des catégories vont être mis à contribution. Mais si, dans le moment, vous voyez que des plus riches échappent à cet effort budgétaire et fiscal, vous risquez d'avoir un petit problème de solidarité au sein de la nation. Je pense la même chose que ce qu'avait dit David Cameron quand pour le Brexit. Hollande avait augmenté les impôts et tout ça. Il avait dit, écoutez, je ne sais pas s'il va avoir plus d'impôts, je pense qu'il en aura moins. Il avait dit, David Cameron, parce que tous les gens qui vont partir pour pas payer ses impôts, ils vont lui manquer. En revanche, moi, je vais en avoir plus grâce à lui, parce que tous ces gens, ils vont venir chez moi. Et donc, ils vont venir créer de la richesse chez moi. Je crois que le véritable enjeu, et je maintiens, c'est quand même la taille du gâteau. Et donc, s'acharner en disant
disant vous ne contribuez pas assez, si ça a comme conséquence de réduire le gâteau, à la fin, on est perdant. Et il y a quand même... On ne peut pas rester avec ce niveau de déficit, Jean-Marc. Je veux bien qu'on ait un choc sur la croissance et le PIB magique, mais c'est un peu ce qu'espérait Bruno Le Maire. Oui, mais à ce moment-là, il faut quand même demander à tout le monde de faire un effort. On avait baissé les impôts. On a baissé les impôts et on n'a pas eu le choc de croissance. Vous prenez ce qu'avait proposé François Bayrou, ce qui avait d'intéressant dans ce qu'il proposait, c'était qu'il y avait à la fois des mesures fiscales, il y avait des mesures d'économie qui n'étaient pas très... Puisqu'il arrivait à présenter pour des économies, en fait, des choses qui étaient par rapport à une tendance. Bon. Et puis, il y avait l'idée qu'il fallait faire travailler 2 jours de plus pour accroître le gâteau. Et donc, mettre entre les mains du pays en disant on va travailler plus, on va demander des efforts. Par exemple, aux retraités, leur demander des efforts, on ne peut pas leur demander de travailler plus, par définition, aux retraités. Donc, on va leur dire, mais on peut demande au pays de travailler plus... une contribution sur leurs prestations. Oui, on peut leur dire, si tout le monde... Il ne veut pas, Jean-Marc, il ne veut pas. Non, je dis... Pas touche aux retraités, il a dit. En fait, si on touche à rien, au bout d'un moment, on résout rien. Et il ne faut pas se faire d'illusions quand on dit qu'on va baisser les dépenses. Mais quand même, quand on regarde les dépenses, il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ces dépenses. Et donc, toucher aux dépenses, c'est aussi dire à des gens, vous allez gagner moins. Donc, je crois qu'il faut avoir un discours de vérité, et deuxièmement, un discours de croissance, parce que ça ne peut pas être inutile. Et 3, un discours qui est un discours qui soit un discours qui permette de donner l'impression que tout le monde, à la fin des fins, est concerné. Et la dernière remarque que j'insiste là-dessus, c'est quand même que l'impôt sur le revenu est devenu une aberration. Une aberration. Vous n'avez plus que... 10%. Non, mais sur la question derrière, c'est les mécanismes qui permettent la suroptimisation des très hauts revenus. Est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il faut corriger ça ? Il y a quand même beaucoup d'experts, même des libéraux, qui disent que il faut, les holdings, il y a des choses à revoir. Non, je pense que c'est un réflexe de défense face à un système qui est devenu confiscatoire pour les très hauts revenus. Quand vous avez 10% des contribuables... Oui, il n'est pas d'accord, là. Quand vous avez 10% des contribuables qui c'est 75% de l'impôt sur le revenu, c'est aberrant, c'est devenu confiscatoire. Mais ça, c'est de la macro. C'est de la macro, je suis d'accord. C'est un impôt pour... Alors, l'impôt sur le revenu... 10%, c'est des individus, c'est de la micro, ça. Oui, mais alors, c'est pas tout... Par exemple, tout le monde n'est pas concerné de la même façon. C'est ce que... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ce que dit l'ancien ministre ? Dire que certains ont un revenu fiscal à 0, avec des gros patrimoines, c'est un problème. Si ça existe, c'est un problème. Voilà, c'est juste qu'il faut régler. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes de la France, mais c'est juste une histoire de justice fiscale. C'est dire... Vous devez payer votre impôt à hauteur de ce que vous avez en fait comme type de revenu. Alors c'est vrai qu'il est très concentré l'impôt sur le revenu, c'est 70%, paye 10%. Vous avez la moitié. 10% paye 70%. Oui, ça, c'est, pardon, 10% paye 70%. Il aimerait. Et pas tout à fait, mais bon. Et par contre, vous avez effectivement plus de la moitié des ménages qui ne payent pas de l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Mais l'impôt sur le revenu, petit rappel, parce qu'on est dans la fiscalité, c'est 5% de nos recettes fiscales. 95%, ce n'est pas de l'impôt sur le revenu. La TVA, c'est 2 fois l'impôt sur le revenu. Donc il y a un gros débat autour de l'impôt sur le revenu qui, en fait, a toujours été important. Quand vous dites aux gens, ou quand le gouvernement dit « je ne vais pas augmenter les impôts », bah en fait, nous, en tant qu'économistes, moi, je pense à la fiscalité. Mais en fait, peut-être qu'ils parent juste de l'impôt sur le revenu des 5%. Les gens passent toujours l'impôt sur le revenu. Vous augmentez de 1 ou 2 points de la TVA, ça fait beaucoup plus de recettes fiscales en général qu'une réforme sur l'impôt sur le revenu.